Chers amis, chers collègues, chers concitoyens, vous savez sans doute déjà que Réserve s'était fait connaître en contribuant notamment aux publications des éditions du Square, dont le mensuel Harakiri et l'hebdomadaire Charlie Hebdo, pour ne citer que les plus célèbres, et qu'il y imposa, jusqu'à sa mort prématurée en 1983, un style graphique faussement bâclé d'une très grande force expressive qui lui permit de s'exprimer sans tabou. En effet, l'une des grandes forces du style graphique de Réserve est qu'il est si caricatural qu'il permet de rendre visuellement supportable une scène qui serait beaucoup plus violente s'il était traité dans un style réaliste. Prenez par exemple ce dessin représentant une femme en plein débat avec un rat géant. Imaginez la même scène traitée par un dessinateur comme Milo Manara, et vous serez sûrement d'accord avec moi, ce serait insoutenable. En somme, la liberté graphique de Réserve fut une des clés, et non la moindre, de sa liberté thématique, et donc une des garanties de sa légitimité à figurer comme l'un des plus dignes représentants de cet humour bête et méchant que l'on a souvent traduit hâtivement par cynisme et vulgarité, mais qui n'était que l'expression sans phare, par les humoristes réunis autour de la figure tutélaire de François Cavana, de leur indignation face à ce qui leur paraissait intolérable. Peu de témoins de l'époque l'avaient compris, mis à part ce journaliste que Cavana, justement, cité, et là sans le nommer, dans le premier numéro de Harakiri Hebdo, le prolongement hebdomadaire du mensuel qui allait prendre le nom de Charlie Hebdo, après l'interdiction abusive du titre en 1970. Réserve fut donc un dessinateur humoriste sans tabou, qui ne reculait pas devant la représentation explicite du corps blessé, estropié, en un mot meurtri. Faut-il donc voir, à l'aune de ce qui vient d'être dit de l'humour bête et méchant, cette représentation du corps meurtri par Réserve comme un simple moyen en vue de la dénonciation de la violence du monde? Prenons les choses dans l'ordre. Chez Réserve, la représentation du corps humain meurtri est très souvent doublée d'une désacralisation radicale de ce dernier. La meurtrissure du corps humain semble donner au dessinateur l'occasion de battre en brèche l'orgueil de l'homme, de lui rappeler qu'il n'est fait que de chair, de sang et d'os, et que son intellect ne lui est que d'un secours modéré face à la fragilité de cet assemblage. Ainsi, dans un dessin relativement tardif, il représente une tigresse traînant par la jambe, qu'elle tient dans sa gueule, le corps sans vie d'un homme fraîchement lacéré. La meurtrissure a lieu assez récemment pour que le corps continue à se vider de son sang, traçant derrière lui une piste que suivent les petits de la tigresse. De surcroît, l'un d'eux, voyant la montre que porte l'homme, dit à sa mère « Hé maman, c'est l'heure de manger !» indiquant que la montre marche encore. L'homme n'est donc certainement pas mort depuis longtemps, on peut même penser que le décès vient d'avoir lieu. On ne sait pas si c'est la tigresse elle-même qui l'a tué, mais cela importe peu. Que dit ce dessin du corps humain si ce n'est qu'il est réduit, une fois mort, à l'état de nourriture potentielle pour animaux carnassiers, et que cette technologie ne lui est alors d'aucun secours. Il n'est même pas nécessaire d'attendre que la mort soit effective. À peu près à la même époque, Réserve, décidément inspiré par la force des tigres, dessine un autre de ces magnifiques félins qui s'en prend à un unijambiste et le réduit en bouillie qu'il mange ensuite en utilisant les béquilles de sa victime comme des baguettes, à la chinoise. Le fauve n'a donc aucun égard pour la meurtrissure du corps estropié, qui n'envisage que comme une occasion de profiter de la faiblesse d'une proie facile. On pourrait y voir une occasion pour Réserve de venger le règne animal, lui qui a fait dire à un lapin que moins il y aura d'hommes, mieux on se portera. Mais ça va bien sûr plus loin. En montrant que le corps humain n'est fait que de l'assemblage de tissus organiques fragiles, il évacue radicalement toute idée doloriste. Pour Réserve, la meurtrissure ne possède aucune valeur morale supérieure, elle ne dit rien d'autre que la fragilité du corps, et elle voue l'homme à subir la domination du fort sur le faible. Dans un tel cadre, la notion de martyr n'a strictement aucun sens, et les traces de la meurtrissure, quelle que soit leur cause, ne sauraient constituer intrinsèquement un motif de respect. Ainsi, dans une planche de 1980, Réserve, préfigurant le printemps arabe avec 30 ans d'avance, appelle ouvertement la jeunesse du Maghreb à se révolter contre ses dirigeants, leur écrivant notamment « Ne respectez rien et surtout pas vos martyrs ». Pour illustrer son propos, il dessine une bande où deux petits maghrébins poussent un martyr de l'indépendance à montrer ses testicules qui portent encore les traces des tortures que lui ont fait subir les parachutistes français. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ces deux garnements partent en riant. Il n'y a pas que le roi qui est nu, le martyr aussi. En fait, je pourrais multiplier indéfiniment les exemples où la meurtrissure du corps est montrée sans phare, sans qu'aucune valeur morale susceptible de la justifier lui vienne se greffer sur sa représentation. L'œuvre de Réserve est littéralement remplie de personnages vivants mais estropiés ou malades, comme ces cancéreux qui ne prennent même pas la peine de dissimuler les dégâts de leur maladie, ou alors de corps morts lacérés, à l'image de la vieille dame défunte qui se fait manger par ses propres chats affamés. Pour Réserve, rien n'est sacré, et surtout pas le corps meurtri, dont la monstration sans phare est une occasion de rappeler à quel point le corps humain, dans sa fragilité, est dérisoire. Mais attention, évacuer toute valeur morale de la meurtrissure ne signifie pas nécessairement évacuer toute empathie. Au contraire, c'est même précisément parce que rien ne vient justifier la meurtrissure qu'on peut se permettre d'éprouver de l'empathie pour l'être qui l'a subi. La meurtrissure n'ayant plus aucun sens, elle ne fait l'objet d'aucune justification susceptible de parasiter l'empathie qu'elle peut générer. Le journaliste Delphine Deton, à ce propos,
ne manque pas de rappeler que Reiser s'intéressait à toutes les victimes de la violence du monde, sans distinction d'origine géographique, d'opinion politique ou même de religion. Représenter la meurtrissure du corps semble donc avoir été pour Reiser un moyen pour rappeler dans toute son horreur la vérité de la violence, souvent voilée par les discours officiels et les commentaires médiatiques. Ainsi, quand la guerre du Vietnam faisait encore rage, il représenta régulièrement les sévices endurés par la population. Sur cette une de l'hebdo Harakiri, qui fait suite à l'arrêt des bombardements sur le Nord-Vietnam, Reiser oppose une réplique cinglante à ceux qui promettent une guerre plus humaine, en dessinant un soldat américain, visiblement gros, brutal et bien armé, qui vient de mitrailler un Vietnamien visiblement maigrelet, nu et désarmé, et dont il brandit le corps fraîchement meurtri et encore ensanglanté. Le soldat a beau dire qu'il va avoir des histoires, parce qu'il a enfreint une règle qu'il était censé respecter, il n'empêche que les sanctions qu'il va endurer n'auront certainement aucune commune mesure avec ce qu'il a fait subir à sa victime. Le message de l'auteur est on ne peut plus clair. En dépit des beaux discours dont peuvent se gargariser les dirigeants de tous bords, il est impossible d'humaniser la guerre, qui est inhumaine par définition. Reiser montre donc les meurtrissures que la guerre inflige au corps pour rappeler la vérité première de toute guerre et se refuse à prendre parti pour un camp au détriment d'un autre, si ce n'est celui du faible qui est victime du fort. En effet, rien ne vient justifier les meurtrissures infligées aux jeunes Vietnamiens, et surtout pas les idéaux desquels les communistes vietnamiens se battent à l'époque. Cette dénonciation des exactions de l'armée américaine n'a jamais été accompagnée d'une quelconque allégeance pour l'idéologie communiste, dont Reiser a régulièrement dénoncé les effets pervers dans d'autres planches. C'est un aspect important. Reiser n'hésitait pas à dénoncer les meurtrissures infligées à des individus dont il ne partageait même pas les idéaux. Ainsi, en dépit de ce qu'on aurait pu penser, contrairement à ses confrères Cabu, GB, Dolinsky et surtout Ciné, Reiser ne s'est jamais reconnu dans le mouvement de mai 68 et s'est même dit choqué de voir, je cite, des fils de bourgeois qui faisaient la révolution. Le dessinateur était un enfant du sous-prolétariat lorrain, fils d'une fimère qui faisait des ménages pour survivre, et les études universitaires faisaient figure à ses yeux de privilège social. Il lui semblait donc intolérable que des privilégiés, qui n'avaient qu'une maigre idée de la misère telle qu'il avait pu la vivre dans sa jeunesse, prétendent parler en son nom. Cela ne l'a pas empêché de manifester clairement une empathie avec les acteurs du mouvement quand ceux-ci étaient victimes de répression brutale. Ainsi, en couverture du deuxième numéro de Harakiri Hebdo, il dénonce clairement les appariteurs musclés qui étaient payés pour maintenir l'ordre par la force dans les universités. Ce dessin reprend bien sûr l'organisation des photos de classe, le professeur étant remplacé par un personnage visiblement brutal et tous les élèves arborant un cocard. Avec cette couverture qui, selon Delphine Doton, aurait séduit Cavana du premier coup d'œil, Reiser répliquait au pouvoir pompidolien qui s'affichait en garant de la paix civile. Non, vous êtes l'antithèse de tout cela, vous usez de la force brutale pour résoudre les conflits, votre paix apparente n'est qu'une guerre civile larvée. De ce point de vue, il était un héritier de Spinoza. Reiser, qui n'éprouvait donc pas de sympathie pour les 68ards, ou du moins pour leurs idées, faisait néanmoins montre d'empathie à leur égard quand ils étaient victimes de violences, suffisamment en tout cas pour dénoncer leur meurtrissure. En fait, il ne s'intéressait aux victimes qu'en tant que victimes, et les idées qu'il pouvait défendre par ailleurs ne comptaient pas pour lui. Il montre ainsi que le chaos du monde n'est qu'un leurre. Dans un monde où semblent se démultiplier les clivages, Reiser n'en voit qu'un seul, le clivage entre les victimes et leurs bourreaux, voire entre les faibles et les forts. Il aurait pu faire sienne la formule d'Albert Camus, oui, tout est simple, ce sont les hommes qui compliquent les choses, qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Fort de cette vision du monde qui a le mérite de la clarté et a l'intérêt d'être libéré de tout parasitage idéologique ou religieux, Reiser ne s'intéressait pas exclusivement aux meurtrissures qui faisaient la une de la presse, mais aussi à celles que l'on pourrait qualifier d'ordinaires, dans la mesure où les médias de l'époque en parlaient peu. De telles meurtrissures étaient le résultat d'une violence quotidienne, souvent passée sous silence, pour des raisons plus ou moins avouables, et que l'on a longtemps cru inévitables, voire nécessaires. Ainsi, dans l'album La vie des bêtes, un ouvrier retraité dialogue avec un corbeau qui affirme avoir le même âge que lui, mais n'a pas subi les assauts du temps avec la même rudesse que lui, pour la bonne raison qu'il n'a jamais travaillé à l'usine. Ainsi, la déchéance du corps, que l'on croit inévitable, est présentée comme une meurtrissure provoquée par l'exploitation de l'homme par l'homme, et passée sous silence pour ne pas menacer des intérêts capitalistes. Cette meurtrissure n'est donc pas inévitable, elle n'est même pas nécessaire, car cette vie de labeur n'a servi qu'à faire fonctionner de grosses machines industrielles, dont Reiser montre clairement l'aspect sinistre, ce qui rend d'autant plus dérisoire la fierté du retraité de leur voir sacrifier sa vie et sa santé. En dénonçant cette forme de meurtrissure, Reiser est en avance sur son temps. Aujourd'hui, plus personne n'ose nier les dommages infligés au corps par une vie de travail, mais dans la France des Trente Glorieuses, c'était encore novateur. Cela dit, si l'on devait retenir qu'une question à propos de laquelle Reiser avait un demi-siècle d'avance, ce serait sûrement celle des violences faites aux femmes. Dans un de ses premiers albums, une femme se plaint de son mari alcoolique qui l'abat et la société, représentée par une voix off que l'on pourrait presque prendre pour la voix de Dieu, lui répond que c'est à elle, la victime, qui porte un cocard, de faire preuve de tact et de diplomatie.
Quant au bourreau, il a l'air plutôt hilar pour quelqu'un qui aurait des problèmes. L'auteur dénonce ici une réalité qui est encore d'actualité dans les années 60-70, même si les bouches commençaient à s'ouvrir. Car la condition des femmes évoluait déjà du vivant de Rézère, qui s'est fait l'écho de l'amélioration de la protection juridique, dont bénéficiaient notamment les femmes victimes de violences, et notamment les femmes violées. Ces évolutions positives n'ont cependant pas été envisagées par Rézère comme un simple appel à se reposer sur ses lauriers, même si les lauriers en question ont la forme d'un vagin, mais au contraire comme un encouragement à poursuivre le combat et à continuer à dénoncer les violences faites aux femmes, qu'une part de l'opinion publique persiste encore aujourd'hui à envisager comme inévitables. Il était même d'autant plus encouragé que ces aménagements juridiques, aussi positifs soient-ils, devaient probablement lui sembler peu de choses face à une autre forme de meurtrissure du corps humain, autour de laquelle le silence était encore plus opaque, les meurtrissures dues à l'accouchement. Dans l'album Les Copines, un homme s'indigne de l'état du corps d'une mère de famille, au point de donner une baffe aux enfants de cette femme. Cette meurtrissure est-elle nécessaire et inévitable? Non, répond Rézère. Elle n'est pas nécessaire parce que donner naissance à deux pestes n'est pas une raison suffisante pour esquinter un corps féminin, et n'est pas non plus inévitable, puisqu'une femme n'est pas forcée de procréer. Rézère a été témoin de la légalisation de la contraception et de l'avortement. Il respecte et défend le droit des femmes à ne pas avoir d'enfants. En 1979, il met en scène le dialogue entre une femme libérée et un homme qui se pose des questions. Madame revendique son droit de ne plus vouloir être esquintée par les grossesses, et monsieur, malgré ses inquiétudes pour la démographie, ne le contredit même pas sur ce point, ajoutant que s'il était une femme, le monde dans lequel il vit ne lui donnerait pas non plus envie de procréer. D'ailleurs, 7 ans auparavant, une rédactrice de Charlie Hebdo, qui signe Isabelle, je suppose qu'il s'agissait de la première épouse de Cabu, avait dénoncé les pratiques des médecins accoucheurs qui étaient directement responsables des meurtrissures dont les femmes portaient les stigmates. Elle opposait le savoir-faire des sages-femmes indépendantes qui parvenaient à faire accoucher une parturiente sans abîmer son corps. Cet article a peut-être conforté Rézère dans la conviction que les meurtrissures liées à l'accouchement n'étaient ni nécessaires ni inévitables. Ça lui donnait en tout cas une raison de plus pour les représenter de façon abrupte, sans chercher à les légitimer au nom d'une quelconque morale, et en faire un motif d'empathie, au même titre que toutes les autres meurtrissures infligées au corps humain. Vous l'avez compris, le fait de rappeler abruptement de quoi est fait le corps humain et d'évacuer toute valeur morale de la meurtrissure ne conduit pas chez Rézère à un nihilisme radical qui exclurait toute empathie envers le corps meurtri. Il serait donc tentant de réduire la représentation du corps meurtri à un moyen en vue d'une dénonciation citoyenne. Bien entendu, ce n'est pas si simple. Tout d'abord, Rézère a conscience des limites de la stratégie consistant à montrer la meurtrissure pour dénoncer la violence qu'il a produite. Dans son premier album posthume, on retrouve une planche où un petit groupe manifeste contre la torture en Espagne sous les regards indifférents d'une foule qui fait la queue pour voir des films qui non seulement comprennent des scènes de violence, mais en font même un argument publicitaire, puisque les scènes en question sont reproduites sur les affiches. Sur l'une d'elles, on trouve même la formule « une fin épouvantable », avec un point d'exclamation trahissant le fait que la promesse d'une scène où le corps est meurtri à l'extrême est déjà pensée comme susceptible d'encourager le public à acheter des places. À l'opposé d'un certain courant de pensée qui juge que la banalisation de la violence à l'écran conduit à reproduire les comportements violents, Rézère affirme plutôt le contraire, à savoir que banaliser la violence en la montrant trop régulièrement conduit le public à se désintéresser de la violence réelle et à ne plus faire montre d'empathie vis-à-vis des victimes. Rézère n'a pas choisi par hasard la cause que défendent ces manifestants. Il était lui-même sensible à ce qui se passait encore en Espagne dans les années 70, et le général Franco était une de ses cibles privilégiées. Le fait qu'il ait montré le public se désintéresser d'une cause qui lui tenait personnellement à cœur indique qu'il avait conscience des limites de la monstration de la meurtrissure. On peut même y voir une marque de la modestie de Rézère, qui dans ses dessins exposant des meurtrissures n'avait pas la prétention d'avoir une influence réelle sur le public et ne cherchait qu'à exprimer ses sentiments personnels. Par la même occasion, il s'affiche ici comme un disciple de son père spirituel, François Cavana, qui a plusieurs fois dénoncé le plaisir que ses semblables peuvent éprouver à infliger la souffrance, voire à donner la mort. En tout état de cause, Rézère, qui nie toute valeur morale à la meurtrissure, doute même de sa capacité à susciter l'empathie, au point de mettre en scène l'échec de ce que l'on aurait pu prendre pour une stratégie de sa part. Faut-il en conclure que la meurtrissure du corps n'apprend rien à personne, pas même à celui qui l'a subi? On en trouve un contre-exemple dans la série La vie au grand air, avec un éléphant qui refuse ostensiblement de tomber dans le piège qu'on lui a tendu, pour la bonne raison qu'il est déjà tombé dans un semblable attrape-nigo, et qu'il sait donc à quoi s'en tenir. On pourrait donc en conclure, corps meurtri, corps averti. C'est-à-dire que les meurtrissures auraient donc au moins l'intérêt de faire prendre conscience des erreurs à ne pas commettre. Mais on voit tout de suite la limite de cette idée. Pour que le corps soit averti, il faut qu'il soit déjà meurtri. Et si un homme averti en vaut deux, un corps n'en vaut souvent qu'un seul. Car si le corps est déjà meurtri, il est déjà trop tard, étant donné que le mal est fait, et il est souvent irrémédiable. D'ailleurs, dans la même série, un chasseur de crocodiles tend le vieux coup du bâton dans la gueule du reptile,
Mais il ignore que le crocodile qui tente de capturer a la gueule verticale, et quand il s'en aperçoit, il est déjà trop tard. Il ne commettra plus jamais la même erreur, pas seulement parce qu'il est désormais prévenu, mais tout simplement parce qu'il n'a plus le bras avec lequel il a l'habitude de travailler, et il ne peut donc de toute façon pas faire une deuxième tentative. Enfin, dans l'album Mon Papa, un alcoolique jure de ne plus boire parce qu'on vient de l'avertir des risques pour son foie, mais quand on découvre l'état de ses jambes, on est tenté de dire qu'il est déjà trop tard. Ce remarque vaut aussi pour ce garçonnet qui n'arrachera sûrement plus jamais les ailes des abeilles, ses mains étant dans un état qui le lui interdit désormais plus efficacement que les menaces de l'apiculteur. En somme, non seulement la meurtrissure du corps n'a aucune valeur morale, mais même dans le rôle d'avertissement que l'on est tenté de lui faire jouer, c'est à ses limites. On peut même élargir en considérant que la représentation sans phare des meurtrissures du monde n'a qu'une utilité réduite pour les victimes, puisque cette représentation présuppose justement que la meurtrissure a déjà été produite. Il ne faut pas s'en étonner. Bon nombre des exemples de représentation du corps meurtri chez Reiser sont exempts de toute volonté d'édifier. C'est plutôt l'absurdité de la meurtrissure qui est mise en avant, et cette absurdité, loin d'être systématiquement envisagée comme un motif d'indignation, est plutôt présentée comme un motif de dérision en tant que tel. En effet, Reiser n'était pas seulement un dessinateur politique, il réalisait régulièrement des dessins d'humour sans lien direct avec l'actualité. Certes, dans ces dessins d'actualité, il représentait des meurtrissures dues aux violences qu'un bourreau infligeait à sa victime, et leur représentation avait alors pour but de susciter l'empathie, mais d'autres dessins représentent des meurtrissures qui ne sont pas liées à une relation de victime à bourreau, et deux cas de figure semblent dominer. Dans le premier cas de figure, la victime est à elle-même son propre bourreau, il n'y a donc aucune raison de faire montre de compassion à son égard, puisqu'elle ne fait que récolter ce qu'elle a elle-même semé. Une planche emblématique à cet égard est celle-ci, où un crocodile, encore une fois, se lèche les babines et finit par sectionner sa propre langue avec ses dents, dont il avait sous-estimé le tranchant. Autre exemple, dans une double page mettant en scène un imbécile qui a une lubie. Il s'imagine que sa femme veut le tuer, et déguiser le meurtre en suicide en glissant un revolver sur l'index du cadavre pour faire croire au suicide. Aussi, quand son ami boucher se propose de lui couper l'index pour éviter cela, il accepte tout de suite. Le boucher dit lui-même que ce personnage est idiot, et de fait il l'est. Pour un soupçon qui est peut-être infondé, il se prive de deux doigts dont l'usage est pourtant fondamental. Et quand sa femme découvre cette meurtrissure volontaire, elle manifeste une colère qui, selon lui, confirme ses soupçons. Il confond donc la cause et la conséquence, la cause étant la coupure des index, et la conséquence la colère de sa femme, dont l'inverse. C'est le serpent qui se mange la queue, ou pour reprendre l'image présentée précédemment, c'est le crocodile qui se meurtrit la queue. Ces deux histoires sont absurdes et révèlent une autre absurdité, celle de la meurtrissure en tant que telle, et par voie de conséquence, celle de la fragilité du corps. L'humour de Reiser n'est pas toujours, pour reprendre la formule consacrée, la politesse du désespoir. Il ne rit pas toujours par défaut de la meurtrissure, et il peut aussi en rire parce qu'elle est déjà drôlatique en tant que telle, même si elle révèle une réalité tragique. Mais venons-en au second cas de figure, où cette fois la meurtrissure est accidentelle et n'est pas le résultat d'une action volontaire. L'absurdité n'en est alors que plus patente, car ce genre d'accident rappelle que l'homme n'est jamais complètement maître de son destin, et qu'il suffit d'un événement imprévu pour que la dérisoire fragilité de son corps éclate au grand jour. En d'autres termes, l'intégrité physique et morale d'un être fait de chair et de sang est constamment en péril, et il est urgent d'en rire. Fût-ce bien par défaut cette fois, pour évacuer l'angoisse qu'un tel constat peut générer. C'est ce que fait Reiser dans une planche assez dure où un berger solitaire, témoin d'un accident d'avion, récupère les corps féminins meurtris dans la carcasse de l'appareil et improvise un concours de beauté dans une finalité qui ne se résume sûrement pas à la simple contemplation esthétique. Non content d'évacuer son angoisse devant la fragilité du corps, Reiser tourne aussi en dérision les concours de beauté en tant que tels, manifestement perçus comme réifiant le corps féminin. Cependant, cette conscience aiguë de la fragilité du corps ne signifie pas que le corps meurtri, quelle que soit la provenance de sa meurtrissure, soit irrémédiablement voué à être privé de ressources. Reiser a-t-il lu Nietzsche, qui affirmait dans le crépuscule des idoles que ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort? A-t-il lu Sartre, qui affirmait notamment dans L'être et le néant que c'est notre liberté qui constitue les limites qu'elle rencontrera par la suite, et que le corps ne se révèle à son tour comme bien ou mal entraîné que par rapport à un choix libre? Je n'en suis pas sûr. Et pourtant, le fait est là. À bien des reprises, il a mis en scène des personnages qui tiraient directement profit de leur meurtrissure pour acquérir une force nouvelle, sous réserve bien sûr qu'elle ne soit pas mortelle. Ainsi, l'album Fantasme contient une histoire que je qualifierais d'emblématique. Elle met en scène un homme complexé par son micro-pénis et frustré de ne pouvoir satisfaire sexuellement la femme qu'il aime, au point de prendre une décision radicale. Il se coupe la main gauche à la hache et une fois son pénis cicatrisé, il fait l'amour à sa bien-aimée avec son moignon, ce qui comble la belle au-delà de ses espérances. Bien entendu, il s'apprête à rire, et comme il s'inflige lui-même cette meurtrissure, celle-ci n'inspire pas l'empathie. Mais il y a du romantisme dans ce sacrifice consenti par amour. Toutefois, l'intérêt est d'abord dans le discours de ce personnage qui revendique une puissance sexuelle accrue
sans commune mesure avec celle de tout autre homme valide, et qu'il doit entièrement à la coupure de sa main. S'il avait perdu sa main par accident, il aurait probablement eu la même attitude. D'une meurtrissure volontaire ou non, peut donc naître une force nouvelle, qui surpasse celle de l'homme valide, et cette idée est récurrente dans toute l'œuvre de Reiser. Ainsi, dans une planche parue dans Pilote, il nous présente un habitant d'une petite ville de Pennsylvanie qui n'a qu'une dent et s'en sert comme tournevis pour démonter une locomotive entière. Dans une planche de 1978, un homme affligé d'un pied plus gros que l'autre s'en sert pour donner un coup de pied à un animateur de baraque foraine qui vend d'autres malformations comme les composantes d'un spectacle. La même année, Reiser imagine la ville de l'avenir débarrassée de l'automobile individuelle. Selon le dessinateur, dans une telle ville, seuls les handicapés moteurs en fauteuil roulant se déplaceraient en voiture et auraient donc un avantage pratique avec lequel aucun autre de leurs concitoyens ne pourrait rivaliser. Il nous montre même l'un d'eux en profiter pour courtiser une jeune femme. Il va encore plus loin en mettant en scène un lépreux qui trouve le moyen de tirer avantage de sa maladie. Et que dire de ce plagiste auquel on a coupé les deux jambes et qui se réjouit de pouvoir se déplacer sur la plage sans risquer un champignon dans les doigts de pied. Même les victimes d'actes malveillants peuvent tirer profit de leur meurtrissure pour se venger de leur bourreau, à l'image de ce garçonnet que son père alcoolique tend comme un élastique et qui profite de sa propre détente pour propulser son tortionnaire contre le mur. C'est enfin le cas d'individus maigrelet battus comme plâtre par une grosse brute, mais qui est aussitôt vengé quand son bourreau se meurtrit la plante des pieds en marchant sur les dents, tombé par terre de sa victime. Et je pense que vous serez convaincus de la récurrence de ce thème chez Reiser, la revanche du corps meurtri. L'une des manifestations de la liberté graphique de Reiser est incontestablement cette capacité à mettre en scène la fragilité du corps et à en tirer profit pour malaxer le corps meurtri jusqu'à ce qu'il tire de la meurtrissure des ressources insoupçonnées qui ne demandent que le secours de la volonté pour être exploitées. Il ne faut pas s'en étonner. Il a été fait allusion précédemment aux origines très modestes de Reiser. Il ne faisait aucun mystère du fait qu'il avait puisé dans son passé de misère la force morale nécessaire pour s'élever socialement. Il connaissait la dureté de la vie et en avait tiré la volonté de réussir par ses propres forces. Il préférait le combat individuel à l'action politique, n'avait aucune conscience de classe et disait même « Je m'en suis sorti, qu'il se démerde comme moi ». Il avait donc la conviction, tirée de son parcours personnel, que la volonté personnelle peut triompher de tous les obstacles. Ces personnages qui surmontent leur meurtrissure physique au point d'en faire une force sont tous les porte-paroles plus ou moins conscients d'un artiste qui avait lui-même réussi à surmonter la meurtrissure sociale au point d'en faire un atout pour réussir dans la vie. Il n'est pas saint de devient d'affirmer que la personnalité d'un auteur, plutôt que sa biographie, transparaît dans son œuvre, et quand Reiser nous fait assister à la revanche du corps meurtri, c'est sa force morale qui s'exprime. Alors, pour conclure, nous avons maintenant la réponse à la question posée en introduction. Certes, Reiser désacralise le corps meurtri dans la mesure où il évacue toute valeur morale de sa représentation, ce qui lui permet de montrer sans phare toutes les meurtrissures vis-à-vis desquelles il éprouve une empathie, et qu'il souhaite exprimer, y compris celles que l'on s'obstine à tort à présenter comme nécessaires et inévitables, mais il ne s'arrête pas là. Conscient des limites de cette stratégie, il expose le corps meurtri non seulement afin d'édifier, mais aussi d'une part pour montrer à quel point le corps humain dans sa fragilité est dérisoire en tant que tel, mais surtout d'autre part pour témoigner que la volonté individuelle peut triompher de tous les obstacles, y compris la meurtrissure physique, au point d'en faire un atout. Reiser n'est pas libre que graphiquement, il est aussi libre des préjugés communs sur la meurtrissure, et se refuse à la réduire à un manque. Il ne s'agissait pas là d'une conviction apprise dans le cadre de l'enseignement prodigué par un tiers, mais bien d'une conception de l'existence acquise, comme dirait Nietzsche, à l'école de la guerre de la vie. Et tels ceux de Socrate ou de Sénèque, les derniers jours de Reiser furent à la hauteur de sa pensée. Tous les témoignages confirment que même rongé par la maladie qui allait l'emporter, il ne s'arrêta jamais de dessiner. 20 ans après sa mort, l'un de ses confrères, Charlie Schlingo, lui fera dire « Je n'ai pas le temps de mourir, je travaille ». Il semble d'ailleurs que l'héritage intellectuel de Reiser ait dépassé les frontières, comme en témoigne le court-métrage hollandais Botanica de Noël Lozen, sorti en 2017, que j'ai moi-même vu au festival du film court de Brest. On y voit un employé de jardinerie, pour satisfaire le désir d'enfant de sa femme, se décider à faire une fellation à un homme pour recueillir le sperme fertile dont il a besoin et inséminer sa bien-aimée avec la langue. La salle riait à tout rompre, je devais être le seul à être ému. En sortant du cinéma, j'ai réalisé que cette histoire ressemblait plus qu'étrangement à celle, évoquée tout à l'heure, de l'homme au micro-pénis qui se coupe la main, et je me suis dit, au festival du film court, Reiser vit toujours, 35 ans après sa mort, Reiser bande encore. Merci pour votre attention.